se disent peu satisfaits de leur vie, 7%. Donc 93 sont apparemment heureux, en tout cas satisfaits de leur vie. Pourtant, tout le monde se plaint toujours de quelque chose. Alors comment expliquer ce paradoxe ? Oui, le paradoxe est simple, c'est que on dit bien l'argent ne fait pas le bonheur, mais on interprète souvent le bonheur comme l'argent. On n'en a jamais assez. Et donc par la comparaison avec les autres, ou le train de vie des stars, ou tout ce que l'on voit dans les médias, on est toujours en comparaison permanente parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est le bonheur. On voit le bonheur chez les autres, on imagine le bonheur chez les autres. Et donc on est en comparaison constante dans une société un peu dégénérée qui n'arrive pas à revenir à soi, à revenir à la profondeur de l'être. On est dans l'apparence du bonheur et on cherche les signes d'apparence du bonheur chez les autres. Or le problème, c'est que le bonheur aujourd'hui doit s'afficher obligatoirement. Le bonheur est obligatoire aujourd'hui. Parce que être heureux, c'est être dynamique, c'est être performant, c'est montrer qu'on est capable d'entrer en communication, qu'on est optimiste, qu'on est un jeune cadre dynamique et souriant. Et donc le bonheur a été moralisé. Il est moral, il est bien, il est dans le camp du bien, le bonheur. Et le malheur, c'est pas bien, c'est louche, on le mérite toujours plus ou moins. Et donc ça c'est terrible parce qu'à moraliser le bonheur, on a une sorte d'injonction à montrer du bonheur, injonction à être heureux, qui a des années-lumière de cette addiction à la vie qu'est le bonheur, de cette gourmandise de vivre. Quand vous dites on ne sait pas bien ce que c'est le bonheur, etc., c'est Denis qui vous pose la question par Twitter, il vous écoute en direct, là, Denis, il vous demande quelle est la définition du bonheur. On peut le définir ? Alors, beaucoup de philosophes s'y sont essayés, on comprend, si on fait un petit résumé très rapide de 2000 ans de philosophie, on comprend que le bonheur c'est quelque chose qui dure, c'est pas la joie, c'est pas le plaisir éclatant et éphémère, c'est une sorte de sentiment pas la jouissance. Durable, voilà, c'est pas la jouissance, on pourrait dire que c'est la réjouissance de la vie. Réjouissance au sens où ça dure longtemps et on sent une plénitude de vivre. Donc le bonheur, on a des expériences de bonheur, on a tous connu. Le bonheur, c'est, après avoir été hospitalisé, retrouver le goût de la vie en sortant simplement de l'hôpital et en voyant le vent dans les arbres et le soleil sur la ville. Les prisonniers, lorsqu'ils sortent de prison, le plus beau jour de leur vie, ils le disent, le jour où j'étais le plus heureux, c'est la sortie de prison. Non pas parce qu'ils retrouvaient leur liberté, mais parce que véritablement, il y a cette idée que tout d'un coup, le simple fait de vivre fait mon bonheur, mais on l'a oublié. Le grand problème du bonheur, c'est qu'on oublie que le simple fait de vivre peut définir le bonheur. Si je vous comprends bien, le bonheur, il ne nous apparaît que lorsqu'on peut y mettre en face la part d'ombre, le malheur, la souffrance. Exactement, c'est-à-dire que la sensation de vivre, l'euphorie de vivre on connaît tous lorsqu'on est enfant. Les enfants, regardez la joie des enfants. C'est pas psychologique, c'est simplement qu'ils se connecter à la vie pour eux, c'est être dans l'euphorie constante. Eh bien nous on perd ça parce qu'on a des micro-freins qui se mettent en place, des résistances, et la vie on doit de plus en plus la gérer. Plus on grandit, plus on doit contrôler sa vie, contrôler ses émotions, contrôler son existence, et c'est cette carapace comme ça de contrôle qui va mettre les émotions de côté, les filtrer, les gérer, fait qu'on perd pied avec la vie et que la vie devient une sorte d'information sur un écran à distance de nous-mêmes. Oui, mais au-delà de contrôle, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi vivre des malheurs pour pouvoir avoir la notion du bonheur, quoi. Oui, il faut en tout cas... La vie n'est pas faite que de bonheur. La vie n'est pas faite que de bonheur, mais je dirais, une des constantes aussi de la définition du bonheur, c'est qu'il est tout à fait possible d'être triste et heureux. C'est-à-dire que le bonheur étant un état qui dure, on peut éprouver des deuils et être dans cette gourmandise de vivre, c'est-à-dire que cette sensation de vie, cette addiction à la vie peut perdurer, même dans le déboire, même dans des déclins, même dans des difficultés de vivre. Donc il faut surtout pas avoir une vision mièvre et bisounours du bonheur qui consiste à dire il n'y a pas d'onde de choc, le bonheur c'est être sur un petit nuage, pas du tout. L'onde de choc peut être là, mais ce qu'il faut c'est que l'onde de charme, la propagation de la douceur, de la tendresse, du sentiment de vivre l'emporte sur l'onde de choc. C'est un subtil combat. Vincent Cespedes, pour en revenir à la quantité ou la quantification, on sait que le prix Nobel Joseph Stiglitz prône de mesurer le bien-être dans le produit intérieur brut. Donc ça veut dire qu'il faut dire j'ai tant de % de bonheur, etc. Le Bhoutan, par exemple, est un pays qui a intégré ça de manière très officielle. Il y a tant de % de bonheur dans la vie parce que ceci, cela. C'est quantifiable le bonheur ? Alors, ce n'est pas quantifiable. Je sais qu'il y a une étude récente qui a analysé par des ordinateurs le sourire de la Joconde et à 83%, elle est heureuse parce que voilà le résultat de l'ordinateur. Donc non, et bien sûr que non, c'est pas quantifiable pour deux raisons. La première, c'est que les critères sont subjectifs. Les critères sont subjectifs et dépendent du conditionnement qu'on a reçu. Si la publicité à longueur de journée nous dit qu'il nous manque tel et tel produit pour être heureux, on va éprouver cette insatisfaction dont je parlais au départ. Donc, et un pays justement qui n'aurait pas cette propagande commerciale, les gens se satisfont de peu de choses. Est-ce qu'on sera heureux avec le produit ? Oui, non, on ne sera pas. On aura un plaisir d'achat, une compulsion d'achat suivie d'une grande euphorie, et puis une déception post-achat, c'est bien connu. Et la deuxième raison, les critères sont subjectifs. Deuxième raison, c'est que le bonheur, évidemment.
Le bonheur ne réside que dans les liens sociaux. Le bonheur est un sport d'équipe. C'est parce que je suis connecté aux autres et que quelque chose circule de toi à moi, de moi à toi, dans le groupe, dans la collectivité, que le bonheur me revient. C'est pour ça que je parle d'onde de charme. Onde parce qu'il y a transmission d'énergie. Il faut adopter un point de vue vitaliste, transmission de vie. Le bonheur, c'est rendre heureux. C'est pas simplement avoir du bonheur, c'est rendre, c'est transmettre. Voilà pourquoi il y en a qui renouent avec le bonheur lorsqu'ils ont leur premier enfant et qu'ils comprennent que le bonheur est un échange. Le bonheur est un langage qui passe d'homme à homme, d'homme à femme, de femme à femme. Donc ce n'est rien à voir avec la réussite individuelle. Rien à voir. Parce qu'on réussit, qu'on est heureux. Mais bien sûr, quand vous voyez un beau film, vous avez qu'une envie, c'est de le partager avec ceux que vous aimez. Quand vous réussissez un entretien d'embauche ou que vous avez un succès, le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est de pouvoir le dire, le communiquer, l'échanger. Alors on a les réseaux sociaux, on le met sur les réseaux sociaux, mais on veut des likes, on veut que ça réponde. Donc on voit bien que c'est dans la connexion en réseau que le bonheur peut se constituer. Et ça permet de sortir de l'individualisme de marché où le bonheur, c'est les petits bonbons qu'on mange tout seul, égoïstement dans son coin. Pas du tout. Le bonheur, c'est le partage. D'ailleurs, il y a pas une chose qui nous rend plus heureux que d'entendre quelqu'un de proche nous dire « tu me rends heureux ». Alors, puisqu'on a de la philosophie, allons jusqu'au bout. Alors, encore plus dans la philosophie, même sur France Info et à cette heure-ci, vous dites c'est le partage, mais c'est le partage dans quel domaine? Dans l'amour? Dans l'amitié? Est-ce que l'amour apporte le bonheur? Est-ce que l'amitié apporte le bonheur? En fait, c'est le partage d'émotions fortes. Alors, quelles que soient les émotions, ça peut être aussi des difficultés, ça peut être des épreuves, mais il y a un mélange humain lorsqu'il y a un partage d'émotions fortes. Donc, quand je dis émotion, c'est la brillance d'un regard, c'est de l'authenticité dans les paroles, c'est sortir de cette superficialité hypocrite qui huile un peu les relations sociales et qui fait qu'on se sent insatisfait en fin de journée parce qu'on a croisé beaucoup de monde, mais on ne les a pas rencontrés. Et vous savez bien, d'ailleurs, une des vertus du voyage, c'est que dans les voyages, parfois, on fait des véritables rencontres, et c'est ça qui fait le bonheur du voyage. C'est pas les paysages, c'est les êtres humains qu'on rencontre. Les paysages, c'est le décorum. Mais c'est rentrer profondément dans un autre être. Donc le bonheur pour vous, Vincent Cespedes, c'est digérer les choses de la vie, bien en profiter, etc. Il n'y a pas de recette du coup, parce qu'on nous dit il faut méditer, il faut pratiquer le bouddhisme, enfin voilà, il y a plein de choses. Non, il n'y a pas de recette, et puis je dirais ça dépend des tempéraments de chacun. Avoir un coach par exemple. Non, surtout pas. Pour être un bon coach, faut pour le bonheur, non? Non, surtout pas. Vous savez, les coachs, ce sont les sophistes de l'époque, hein. Les philosophes combattent les sophistes, c'est-à-dire des professeurs ce qu'il faut, c'est douter. Ce qu'il faut, c'est ne pas savoir. Ce qu'il faut, c'est être dans le tremblé de la vie et dans ses fragilités. Je pense que la seule recette valable du bonheur, c'est d'accepter sa fragilité, d'accepter sa vulnérabilité, parce que c'est ce qui nous permet d'entrer en communion avec l'autre. Donc véritablement pas de recette, mais il y a des beaux livres à lire, il y a une gourmandise du monde, mais surtout des échanges humains. Il faut qu'on retrouve la qualité des échanges, et une des clés, c'est la conversation, qu'on retrouve la puissance d'une conversation. On ne sait pas ce qu'on va dire, mais on échange profondément avec l'autre, on parle d'émotions, on parle en vérité. Dans la sincérité. Et dans la sincérité. Et ça nous nourrit. Même dans l'entreprise, ça peut fonctionner. Serge André vous demande par Twitter quel est le pays le plus heureux, mais là, il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse. Je ne crois pas du tout au sondage qui nous parle du Danemark et de la Norvège. Je pense qu'il y a des critères. C'était ça le sens de la question. Oui, je pense, possible, oui. Souvent, on nous sort les pays du Nord où non, mais je pense qu'il n'y a pas de règles. Il y a des critères. On voit à la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, on peut se poser des questions sur un pays qui a besoin de se droguer pour tenir debout. Pour la France, ça. Voilà, exactement. Ou le taux de suicide aussi. Donc voilà, il y a des observatoires. Je dirais, on peut calculer le malheur et le mal-être et la désespérance, mais le bonheur, on ne peut pas. Ce qui est fascinant avec le bonheur, c'est que des pays pauvres peuvent avoir une vitalité et une addiction à la vie très très forte. En tout cas, le capitalisme n'est pas un bon vecteur du bonheur, à vous entendre. Non, le capitalisme ne fonctionne pas parce qu'il est basé sur la réussite individuelle. Enfin, le capitalisme tel qu'il est développé, et puis dans la concurrence. Si le bonheur est un sport d'équipe, ça ne peut pas aller de pair avec la concurrence. Une dernière question qui est encore arrivée par le Twitter, c'est Ivan, je pense, qui vous la pose, et qui vous dit « Et toi, Vincent, malgré ton rhume, es-tu heureux ?» Ah, vous entendez que j'ai un rhume, je suis très heureux, j'essaye de l'être, mais peut-être un ami à vous qui vous écoute, parce que vous êtes un grand Twitter, vous aussi. Peut-être. Oui, c'est compliqué de se dire heureux, et c'est presque scandaleux aujourd'hui de se le dire, mais... On peut être heureux en temps de crise, c'était ça un peu l'idée de notre séquence. Oui, bien sûr, on peut être heureux en temps de crise, c'est-à-dire que les difficultés, c'est des occasions aussi de se rapprocher les uns avec les autres, et de retrouver l'essentiel de la vie qui est la connexion humaine, le lien humain. Merci Vincent Cespedes, philosophe, écrivain, auteur de Magique étude du bonheur, un très beau livre paru chez Larousse. Votre site internet, Vincent Cespedes, tout attaché, CESPEDES, vincentcespedes.net.